pour qualifier la décennie 2010-2019 en matière d'arms control, on pourrait commencer par dire que la décennie, d'une certaine manière, commence très bien et finit très mal. Commence bien avec des événements importants qui sont la signature du traité New START entre les États-Unis et la Russie, l'adoption par les États-Unis d'un examen de posture nucléaire très ambitieux sur le plan de l'arms control à venir, en particulier l'arms control stratégique, et puis le lancement d'une initiative du président Obama qu'il avait annoncé un an plus tôt sur la sécurité nucléaire et la lutte contre le terrorisme nucléaire, avec la tenue du premier sommet sur la sécurité nucléaire à Washington. Donc, de manière comme ça, un petit peu en fanfare, la décennie 2010 commence sous de bons auspices et avec beaucoup d'attentes et beaucoup de promesses. Et elle se termine à l'inverse par de très mauvaises nouvelles sur le plan de l'arms control bilatéral comme multilatéral. C'est en 2019 la fin attendue et qui arrive comme c'était prévu du traité sur les forces nucléaires intermédiaires entre la Russie et les États-Unis. C'est la remise en cause de l'accord nucléaire de juillet 2015 avec l'Iran, qui, semble-t-il, a de plus en plus de mal à être maintenu en vie par les seuls Européens, les Russes et les Chinois. C'est la mise en doute très forte du processus START pour la fin et l'après New START à partir de 2021. Et c'est une tension très très forte sur l'objectif et sur le processus de désarmement des États dotés de l'arme nucléaire sur fond d'augmentation du nombre d'États nucléaires, puisque la décennie 2010 a vu également l'arrivée d'un autre État possesseur de l'arme nucléaire de manière indue, c'est-à-dire la Corée du Nord. Ce processus d'érosion, disons, de l'encadrement de la sécurité internationale et de l'encadrement des formes de violence interétatique s'est accompagné d'une attaque en règle de la norme de non-prolifération et de désarmement en ce qui concerne les armes de destruction massive et leurs vecteurs. C'est la Syrie et l'utilisation d'armes chimiques par le régime de Bachar el-Assad il y a quelques années, alors que la Syrie était un pays membre du régime de non-prolifération et de désarmement chimique. C'est naturellement la Corée du Nord et l'arme nucléaire, puisque la Corée du Nord, je le répète, est devenue de fait un État nucléaire. Et c'est, pour prendre un autre exemple, l'Iran et les missiles balistiques, avec une augmentation considérable du programme balistique iranien, en dépit d'ailleurs, en particulier, de l'esprit, sinon de la lettre, des textes qui ont accompagné l'accord nucléaire avec l'Iran de juillet 2015. Le seul petit bémol que l'on peut mettre à ce processus de désagrégation, disons, des grands outils d'arms control international dans les années 2010-2019 est l'adoption en 2013 et l'entrée en vigueur en 2014 du traité sur le commerce des armes, qui est un traité très ambitieux qui donc régule le commerce des armes, mais ne l'interdit pas, des armes classiques au sens de l'ONU. Et ce traité progresse lentement vers son universalisation, même s'il n'est pas non plus lui-même sans poser un certain nombre de problèmes. Mais disons qu'au milieu de ce paysage un petit peu sombre, on a une grande réussite du multilatéralisme onusien, puisque le TCA est adopté par l'Assemblée générale des Nations unies pour passer outre le processus d'obstruction
voulu à l'époque et orchestré par la Corée du Nord, l'Iran et la Syrie. Alors la décennie 2010-2019, finalement, elle va apparaître comme assez paradoxale sur les questions d'arms control parce qu'on a eu une forme on a pu bénéficier de tout ce qui avait été engrangé sur la décennie précédente, notamment qui s'était terminée de manière très positive, comme on l'a dit, et ce qui a permis de stabiliser, voire de faire progresser un certain nombre de régimes. Dans le même temps, les normes qui encadrent la discipline de l'arms control ont été remises en cause dans une certaine mesure, voire même complètement enregistré un réel déclin, ce qui en fait laisse entrevoir des perspectives assez sombres pour la décennie qui va s'ouvrir. Alors, je vais rentrer un petit peu dans les détails à ce sujet. D'abord en commençant par vraiment le fondement de la maîtrise des armements traditionnels qui étaient les fameux accords de réduction et voire de limitation des arsenaux entre la Russie et les États-Unis. Là, sur la décennie qui va s'achever à la fin du mois, on a encore pu voir des progrès importants avec la mise en place du traité New START qui a pu vraiment s'accompagner de réduction des arsenaux à la fois pour la Russie et pour les États-Unis. Pour rappel, en 2010, on était à peu près à 5000 armes côté américain, 5200 côté russe. Aujourd'hui, on est descendu sous la barre des 4000 pour les États-Unis. On est à peu près toujours autour de 4400, 300 en Russie. Donc, des réductions qui sont restées importantes, un petit peu en queue de comète de tous les efforts de désarmement qui avaient eu lieu depuis la fin de la guerre froide. Mais comme on l'a dit, on peut s'attendre à ce que cette situation au mieux stagne, au pire décline à partir de la nouvelle décennie avec des instruments de maîtrise des armements qui ont été dénoncés, le traité FNI, avec le New START qui encadre les arsenaux stratégiques qui sont en mauvaise passe. Il expire normalement en 2021 et pour l'instant il n'y a rien sur la table pour le prolonger. Ce qui pourrait signifier que cette réduction va cesser, à tout le moins, que de nouvelles catégories d'armes pourraient apparaître. Bien sûr, des missiles à portée intermédiaire basés sur des lanceurs terrestres, c'est déjà a priori le cas pour la Russie, mais également de nouveaux types d'armes qui ont été permises par le changement de doctrine nucléaire américaine. Et en fait, tout ça va tout simplement illustrer le fait que, contrairement à la situation qu'on pouvait observer en 2010, les grandes puissances aujourd'hui estiment que le rôle du nucléaire ne doit pas décliner dans leur stratégie de défense, mais au contraire être raffermi. Alors, sur l'aspect non-prolifération, là aussi une situation assez paradoxale. Alors, bien sûr, il y a le cas nord-coréen qui a montré l'incapacité de la communauté internationale à enrayer une crise de prolifération, mais on avait aussi enregistré un succès majeur en 2015 avec la signature de l'accord conjoint sur le nucléaire iranien, donc un progrès important, un progrès qui se traduisait également par l'absence de nouveaux programmes proliférants, ce qui était quand même assez nouveau parce que pendant tout le début du XXIe siècle, on se demandait un petit peu quels États pouvaient être le prochain sur la liste des États proliférants. Là, on avait réussi à stabiliser dans une certaine mesure cette évolution. Et puis, parmi encore une fois, que j'appellerais les queues de comète ou les effets un petit peu de trend des grands progrès du début du XXIe siècle, on avait le fait qu'un certain nombre de traités voient leur nombre de signataires et d'États membres progresser. Je pense au traité par exemple sur l'interdiction des armes biologiques, le traité d'interdiction des essais nucléaires. On parvenait vraiment à peut-être conforter le rôle de ces normes dans la sécurité internationale. Évidemment, le retrait du JCPOA, l'accord nucléaire iranien, par les États-Unis, c'est venu un petit peu détruire cette dynamique positive, sachant que pour l'instant, on n'a pas encore vu si l'Iran allait décider de véritablement reprendre une perspective proliférante. On est dans une certaine incertitude à ce sujet-là. Et puis, concernant les régimes de non-prolifération de manière plus large, le fait que de nouveaux États rejoignent les traités, ça n'a pas réussi à résoudre le problème principal qui est apparu sur cette décennie. Comme on l'a dit également, c'est le problème de
mise en œuvre du respect de ces traités. Et évidemment, la crise syrienne est emblématique sur cette problématique dans le domaine des armes chimiques. Disons, l'une des questions qui se posent est de savoir comment se sont comportés dans cette décennie, face à ces multiples attaques, les différents cadres de l'arms control international. Ont-ils subi sans résister? Ont-ils résisté? Qu'est-ce qui nous indique de la sécurité internationale, puisque le désarmement, la non-prolifération, l'arms control sont en grande partie mis en œuvre par ces cadres institutionnels, qu'ils soient bilatéraux ou qu'ils soient multilatéraux. Alors, il me semble que, à la différence de ce que l'on peut penser et éprouver spontanément, que les instances multilatérales ont plutôt bien résisté et continuent d'absorber le choc assez bien. L'organisation de contrôle des armes chimiques, qui est l'organisation d'interdiction des armes chimiques à La Haye et l'Agence internationale de l'énergie atomique à Vienne, ne sont pas tombés dans un travers qui aurait été vraiment fatal, je pense, pour les deux organisations, le travers de la politisation de leurs mandats respectifs, que ce soit l'OIAC en Syrie ou l'AIEA en Iran. Ces deux organisations sont restées garantes d'une norme, l'interdiction des armes chimiques d'un côté, la non-prolifération des armes nucléaires de l'autre, sur un plan technique. Et elles ont pu confirmer un certain nombre d'états de fait, en particulier qu'il y avait eu des atteintes à la norme d'interdiction des armes chimiques en Syrie, ou bien que l'Iran continuait d'appliquer les obligations dues au titre de l'accord de juillet 2015, malgré ce que disaient les pouvoirs politiques israéliens ou américains, par exemple. Par ailleurs, l'Union européenne continue de se tenir à la pierre d'angle de sa stratégie de 2003, qui est le multilatéralisme réel ou effectif, dans sa mise en œuvre de grands instruments de non-prolifération et de désarmement, type le Code de conduite de La Haye contre la prolifération des missiles balistiques, ou bien encore le traité sur le commerce des armes depuis 2014. Et enfin, je pense que les instances onusiennes liées à ces volets de la sécurité internationale continuent de jouer leur rôle vaille que vaille. C'est la résolution 1540 du Conseil de sécurité de l'ONU, et son comité et son groupe d'experts, c'est le Conseil de sécurité lui-même dans sa mise en œuvre d'une politique de sanctions systématiques contre la Corée du Nord, très renforcée et qui avait commencé à fonctionner à partir de 2017-2018, et c'est l'Assemblée générale des Nations unies, par exemple, dans son adoption tout à fait talentueuse du traité sur le commerce des armes en 2014, comme je l'ai dit. Cela étant, il y a un truc qui est évident, c'est que la négociation, ou plutôt l'époque depuis, disons, quelques années, n'est plus à la grande négociation multilatérale, mais plutôt au format de discussion bilatérale. La conférence du désarmement à Genève est toujours sur la touche, mais ce n'est pas une spécificité de cette décennie, puisqu'elle l'est depuis les années 1996, donc ça fait maintenant fort longtemps qu'il ne se négocie plus rien à la conférence du désarmement pour les raisons que l'on sait, et qui ne sont pas spécifiques à la décennie en cours. Et le processus d'examen du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires est tout à fait sous tension, et on s'attend à une conférence d'examen 2020, au printemps 2020, qui va être certainement très tendue du fait d'accrocs à la norme de non-prolifération d'une part, et d'attente et de frustration s'agissant du processus de désarmement des États dotés. Alors, je conclurai tout de même d'une manière un petit peu paradoxale. Alors que les grands instruments de non-prolifération et de désarmement n'ont plus vraiment le vent en poupe, en revanche, la centralité retrouvée de l'arme nucléaire dans les relations internationales de sécurité et de la dissuasion remet et va remettre dans la décennie à venir au centre
des instruments de sécurité, l'arms control. Parce que l'arms control, historiquement, est en partie lié à la dissuasion, en est même partie intégrante, est une dimension de la dissuasion. Et le problème, c'est que cette discipline, l'arms control, est une discipline bilatérale, qui est une fille de la guerre froide. Et donc, cette discipline, de fait, est en crise aujourd'hui. Et il est probable que la décennie 2010-2019, je m'avance un petit peu, mais disons c'est une hypothèse, apparaîtra plus tard comme une décennie et une séquence de crise qui fut en réalité une séquence de gestation de ce que sera l'arms control dans un monde qui n'est plus dicté par la guerre froide et qui est en train de devenir multipolaire ou apolaire. Et donc la forme que prendront les instruments d'arms control sont en gestation aujourd'hui. C'est une période de crise, on a du mal à y voir clair, mais je pense que la décennie 2010-2020 mettra en valeur les nouvelles formes d'arms control qui sont en train d'être pensées. On n'a plus vraiment de perspective. On n'a pas été capable de négocier un traité d'interdiction de la production de matières fissiles pour les armes nucléaires. Le traité d'interdiction des essais nucléaires n'est pas entré en vigueur et les perspectives pour que ça le devienne sont assez faibles. Les États-Unis ne sont pas du tout dans une perspective de rejoindre le régime, la Chine non plus. Donc, on n'a pas véritablement de progrès à enregistrer qui pourrait se traduire sur la nouvelle décennie. Dans le domaine du nucléaire civil, on voit par exemple qu'on n'a pas non plus de nouvelles normes importantes. Les protocoles additionnels de l'AIEA, qui sont extrêmement importants pour s'assurer qu'un programme nucléaire civil n'a pas de vocation militaire, ne sont pas, par exemple, parvenus à être généralisés ou à être considérés comme une norme devant être adoptée par l'ensemble des États de l'AIEA. Et je dirais qu'il y a 3 facteurs qui expliquent peut-être ce blocage. Alors, évidemment, la détérioration du contexte stratégique à partir de 2013, mais on en voyait déjà les prémices, avec des relations russo-américaines qui se sont tendues et qui ont empêché tout progrès dans la négociation d'un traité plus ambitieux ou d'un régime plus ambitieux de maîtrise des armements. À partir de l'élection de Donald Trump, on a également perdu le leadership américain en matière de maîtrise des armements et de non-prolifération, ce qui s'est traduit véritablement par l'absence de propositions concrètes pouvant déboucher sur des accords réels. On a également vu la divergence de plus en plus marquée entre les intérêts des États dans ce domaine-là, à la fois les intérêts des États dotés, qui ne voient pas les choses de la même manière, qui n'ont pas les mêmes préoccupations à la fois stratégiques et politiques. À titre d'exemple, on voit que la Russie et la Chine se focalisent sur la défense antimissile dans leur demande de nouveaux accords de maîtrise des armements. Pour ce qui est du côté américain, on est encore sur... on continue de répéter que c'est vraiment les armes stratégiques qu'il faut réguler en priorité, mais également les armes tactiques, armes qui peuvent être déployées par un certain nombre de pays, mais pas tous. Donc vraiment des préoccupations stratégiques divergentes, des priorités également divergentes pour les États non dotés, entre ceux qui développent des programmes nucléaires civils ambitieux et qui ne veulent pas forcément accepter de nouvelles contraintes sur leur développement, contraintes qui peuvent être perçues d'un point de vue économique également, et puis les États qui rejettent complètement le nucléaire et donc vraiment qui n'ont pas les mêmes inquiétudes dans ce domaine-là. Et je dirais que pour finir, tout cela s'est manifesté de manière extrêmement claire sur le blocage dans lequel se trouve le désarmement de manière très large, avec bien sûr l'incapacité à mettre en place les objectifs qu'on avait adoptés en 2010 lors de la conférence d'examen du TNP, donc des objectifs ambitieux en matière de désarmement, qui n'ont pas pu voir le jour, comme je le disais, en raison du durcissement de la situation stratégique et des relations entre les grandes puissances, mais également parce qu'on a complètement divergé, je dirais, avec vraiment une polarisation des États sur ce que doivent être les prochaines étapes en matière de désarmement et les quelques pistes ou les quelques procédures alternatives qui ont pu être menées, avec par exemple l'adoption d'un traité d'interdiction des armes nucléaires par 122 États aux Nations Unies, n'ont pas vraiment permis de dégager une voie concrète de progrès dans ce domaine-là. On a au contraire peut-être accentué ce caractère clivé de la communauté internationale sur les prochaines étapes entre des États qui vont exiger
une nouvelle norme, mais qui n'a pas vraiment de mode d'emploi sur comment on pourra progresser sur l'élimination des armes nucléaires, et puis des États qui sont devenus peut-être encore plus timides sur leurs engagements dans ce domaine-là.